Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Excellences, honorables assistances, chers amis. Je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs, le groupe Maroc Soir, pour ce rendez-vous annuel de réflexion et de débat qu'est le Morocco Today Forum et pour le choix de la thématique de cette année, celle de la régionalisation comme moyen de concrétisation d'un développement harmonieux. Cet objectif, Sa Majesté le roi Mohammed VI en a tracé la voie à travers le chantier de la régionalisation avancée, considérant dès son accession au trône, dans son discours du 12 octobre 1999, la région comme, je cite, un jalon essentiel dans la consolidation de la démocratie locale, un domaine fécond pour le développement économique et social et un vaste espace pour la réflexion et la planification dans un cadre large et pour un avenir meilleur, dans la coopération et l'harmonie avec les autres entités territoriales en tant qu'outil d'unification et facteur de cohésion. Fin de citation royale. C'est pour dire que dès le début du règne, en fait, la régionalisation et la régionalisation avancée étaient un axe fondamental et fondateur du mode de gouvernance à venir qui a été retenu par le souverain. Ce processus, qui va bien au-delà d'une simple décentralisation, a été pensé comme un moyen et un objectif de modernisation de l'État, constituant l'épine dorsale d'un Maroc nouveau, permettant d'approfondir la démocratie locale, d'élaborer au niveau régional des stratégies et des plans spécifiques et adaptés de développement social, économique et environnemental, et surtout d'assurer une intégration et une véritable proximité dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques. La nouvelle Constitution est venue apporter un cadre institutionnel à cette vision, faisant de la région une collectivité territoriale prépondérante, aussi bien du point de vue juridique que sur le plan des compétences, et accordant aux instances régionales la primauté, ainsi qu'une grande marge de manœuvre administrative, financière, dans le cadre d'une application vertueuse du principe de la subsidiarité. À travers le découpage administratif en 12 espaces régionaux qu'a présenté M. Le Wali, équilibrés et complémentaires, la régionalisation est venue constituer un instrument de développement et un véritable vecteur, j'insiste sur ce point, vecteur de territorialisation des politiques publiques, avec comme finalité, conformément aux autres orientations royales énoncées dans le discours d'ouverture du Parlement en octobre 2016, de, je cite, permettre aux citoyens de régler ses affaires dans les meilleures conditions et les plus brefs délais possibles, et aussi de simplifier les procédures et de rendre les services et les prestations de base plus proches du citoyen. Fin de citation. Donc le citoyen a donc clairement été placé au centre et à la finalité du processus de régionalisation. Et c'est là où se situe en fait le modèle de régionalisation adopté par notre pays, qui est un modèle particulier, adapté au territoire, adapté également à notre culture et adapté à l'organisation de notre pays. Car ce même citoyen élit au suffrage universel direct les conseils régionaux, qui sont notamment chargés de la gestion des affaires locales dans le cadre d'un processus participatif à travers une concertation étroite avec les citoyens, favorisant ainsi l'émergence d'élites locales, ainsi que la culture de la reddition des comptes. Voilà la philosophie et surtout la promesse de la régionalisation avancée. Contribuer à rapprocher la décision publique des citoyens, à leur ouvrir de nouveaux espaces de contribution et d'enrichissement des politiques publiques à travers les espaces de concertation qui ont été mis en place, tout en tenant compte des vocations des territoires, de leurs atouts, de leurs limites et surtout de leur complémentarité. Cette orientation est d'autant plus stratégique qu'à l'heure actuelle, notre pays, il faut le dire, malgré la forte croissance qu'il a connue, malgré également les différentes avancées qui ont été réalisées dans un souci de réduction et de rattrapage en matière d'infrastructures, reste confronté à de fortes disparités, à la fois régionales, mais aussi intra-régionales. 3 régions sur 12, à savoir la région de Kazastat, Rabat, Salé, Kenitra et Tanger-Tétouan, Al-Hoceima, représentent à eux seuls plus de la moitié du PIB de notre pays et concentrent l'essentiel de la richesse, des infrastructures, des entreprises. Casa constitue plus de 50% des entreprises industrielles du pays et des services. Les autres régions réalisent des taux
aussi de pauvreté nettement plus élevés que la moyenne nationale. C'est ainsi que, par exemple, la région chère à notre ami Monsieur le ministre, Bni Mellal Khnefra, a un taux de pauvreté de 13,4%, alors que le taux de pauvreté national est à 4,8%, pour montrer en fait les écarts qui existent. Et évidemment, cela se traduit par des difficultés d'accès aux services sociaux, notamment à l'éducation, en termes d'années de scolarisation, mais aussi en termes de qualité d'éducation. Je vais prendre un exemple spécifique. Aujourd'hui, par exemple, au niveau national, nous avons le nombre d'années de scolarisation des enfants est passé de 4,5 à 5,5, donc 5 années et demie. Pour la région de Kazastat, elle est de 6,7, mais au sein de la région, par exemple, à Sidi Ahmed el-Khadi, 2 ans de scolarisation des enfants. Au moment, au niveau de Ma'arif, on est à plus de 10 ans de scolarisation des enfants. Voilà déjà l'ampleur des disparités qui existent. C'est également le cas dans le domaine de la santé et surtout dans le domaine de l'accès aux soins de santé de base. C'est ainsi que, par exemple, au niveau national, nous avons un médecin pour 1925 habitants. Pour la région de Casablanca, qui est la mieux pourvue en la matière, c'est un médecin pour 767 habitants. Mais à Sidi Ben Nour, un médecin pour 5000 habitants, au sein de la même région de Casablanca-Stad. Et Tinrir, un médecin pour 6700 habitants. Vous montrez un peu l'ampleur des disparités qui existent au niveau de notre pays. Et évidemment, ce constat est aggravé dans les zones enclavées et montagneuses, ainsi qu'au niveau des zones frontalières, où le manque d'opportunités économiques et le déficit d'accès aux services sociaux sont les plus prégnants. Par conséquent, le niveau de développement des régions demeure généralement conditionné par l'attractivité des territoires et l'exploitation pleine de leur potentialité. In fine, ces écarts réduisent en fait, et c'est la véritable problématique quand on parle d'égalité sociale qui a été soutenue par le souverain, ces écarts réduisent les opportunités d'ascenseur social et d'ascension sociale et de promotion sociale au niveau de nos enfants et qui sont notamment fortement liés au milieu social, mais encore plus à leur milieu de résidence. C'est ainsi qu'on constate par exemple que l'indice de Gini qui mesure les écarts qui existent sur le plan social est de 0,38, alors que sur le plan, par exemple, de l'éducation, il est de 0,6. Donc, ça veut dire qu'on a des écarts encore plus importants en matière d'éducation qu'au niveau des revenus. Et cela, évidemment, fait en sorte à ce qu'on se retrouve dans une situation où le fils d'un agriculteur ou le fils d'un ouvrier a uniquement 2% de chance de devenir un cadre supérieur au niveau de notre pays. D'où l'importance de réduire ces inégalités et ça doit passer absolument par la réduction des inégalités territoriales. Et d'ailleurs, le Haut Commissariat au Plan a considéré qu'il fallait 24 ans pour que le processus de convergence arrive à réduire les disparités régionales actuelles de moitié. Mesdames et messieurs, la régionalisation, comme nous l'avons vu, est destinée à être un vecteur pour un développement plus équilibré du pays, en s'appuyant sur les potentialités propres de chaque région, afin de créer d'abord des pôles de développement compétitifs, mais surtout, et c'est le point le plus important, vu que nous avons une jeunesse en fait qui pâtit de la problématique du chômage, c'est créer en fait des bassins d'emploi et des opportunités permettant de répondre aux aspirations des citoyens sur leur propre territoire. D'ailleurs, le souverain a dans ce cadre insisté sur la nécessité d'ajuster les politiques publiques aux préoccupations des citoyens en fonction des besoins et des spécificités de chaque région. Pour ce faire, il est prévu que l'État, les élus régionaux s'engagent dans le cadre de contrats d'objectifs et de moyens sur la programmation et le financement pluriannuel de projets structurants tels que le développement d'infrastructures, le soutien aux filières d'avenir, la promotion de l'emploi, la promotion de l'égalité hommes-femmes et la mise en œuvre des mécanismes de cohésion sociale. Et il faut le dire, la primauté dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée a été accordée aux provinces du Sud en étant les premières à avoir conclu des contrats-programmes État-région
dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement des provinces du Sud qui a été lancé par le souverain, Sa Majesté le Roi, en novembre 2015, après évidemment l'élection des conseils régionaux. Ce nouveau modèle, qui a été élaboré en parfaite concertation avec les populations de ces régions et où le Conseil a joué un rôle important en la matière, et qui constitue un prélude finalement à la préparation à l'autonomie comme dans le cas de la souveraineté marocaine, repose sur les piliers du développement économique, la création de pôles de compétitivité, la promotion sociale, la durabilité et la bonne gouvernance. Et c'est ainsi qu'il prévoit au niveau économique de valoriser les ressources locales. C'est le cas par exemple des phosphates, c'est le cas de l'agriculture, de l'industrie, de l'économie de la mer, ainsi que l'écotourisme, tout en faisant bénéficier directement les investisseurs et la population locale de nombreuses opportunités d'intégration. Sur le plan social, en réponse aux attentes de la population, un programme majeur de services sociaux a été lancé avec notamment la construction d'un centre hospitalier universitaire à Laayoune, une technopole à Fumloued et un certain nombre de complexes universitaires, aussi bien à Dakhla et à Goulmim. Et au niveau de la durabilité et de la connectivité, le nouveau modèle a prévu le développement des énergies renouvelables, la préservation des systèmes naturels et de la diversité, ainsi que le renforcement de la connexion des provinces du Sud avec leur environnement régional et continental, à travers notamment la double voie qui va aller d'Agadir jusqu'à Laayoune pour arriver ensuite à Dakhla, ainsi que le port Dakhla Atlantique, et ainsi que l'interconnexion électrique qui va arriver à la fin de cette année, donc jusqu'à Dakhla. Au total, ce sont plus de 7 milliards d'euros qui ont été déclinés en 685 projets, dont le taux de réalisation, donc depuis 2015, a déjà atteint 48%, et qui vont véritablement contribuer à donner une dynamique de croissance et un développement territorial fondé sur les pôles économiques régionaux, qui vont permettre de valoriser les richesses locales et surtout d'induire une croissance soutenue de richesses et d'emplois qui va permettre aux populations d'en bénéficier et de faire des provinces du Sud un véritable modèle pour d'autres régions et en faire sur toutes ces provinces une sorte de plateforme, je dirais, pour l'ensemble de la région environnante et qui sera un véritable facteur de croissance, de paix et de stabilité au niveau de la région. Mesdames et messieurs, le nouveau modèle de développement de notre pays, que Sa Majesté a appelé de ses voeux, implique une accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, garantissant une articulation fluide entre les multiples niveaux de l'action publique. Et on a vu en fait les différentes avancées qui ont été réalisées depuis 2015 jusqu'à nos jours. L'objectif étant de faire de la régionalisation avancée un moyen d'assurer plus de cohésion et donc plus d'efficience dans la mise en œuvre des politiques publiques. En fait, nous sommes conscients et nous considérons que seule la régionalisation avancée permettra de passer de la logique de silo au niveau des politiques publiques à une logique beaucoup plus intégrée à partir de la réalité régionale et à partir des besoins des populations de ces régions. Et le Conseil économique, social et environnemental a, dans les deux avis spécifiquement dédiés à la régionalisation et aux conditions de sa mise en œuvre, appelé à accélérer l'adoption de la charte de la déconcentration qui est en cours de mise en place, ainsi que la charte de l'investissement qui devrait prévoir, en tout cas qui est prévu, et donc qu'elle puisse apporter aussi un cadre incitatif régional, la mise en place de la réforme des centres régionaux d'investissement avec les différentes commissions régionales des affaires, et également en fait tout ce qui a trait à la charte des services publics, qui est un élément essentiel, qui doit répondre aussi à cette attente des populations de pouvoir accéder à ces services au niveau de l'ensemble des territoires du pays. Le Conseil a également mis l'accent sur l'importance de renforcer les ressources financières des régions, mais surtout de donner de la visibilité future par rapport à ces ressources, en développant des ressources propres à la région. Le Wali parlait de la réforme de la fiscalité locale et régionale qui est prévue, et évidemment de soutenir les régions les plus défavorisées dans l'effort de mise à niveau et de solidarité. Et bien sûr, le fonds de mise à niveau social, qui n'a toujours pas vu le jour, a une place prépondérante en fait de manière effective pour pouvoir favoriser cela.
Parallèlement, élément majeur de cette grande réforme de l'État, les ressources humaines, évidemment, doivent être mobilisées et nous avons appelé dans ce cadre à établir et assurer un plan de transfert effectif et progressif des compétences nécessaires à la réalisation de cette grande réforme de l'État, comme il est essentiel aussi d'assurer une meilleure articulation au sein de la région entre les différentes, je dirais, tous les différents niveaux donc territoriaux des différentes collectivités, parce que nous avons un millefeuille territorial et il est important d'assurer une meilleure articulation pour plus d'efficacité et plus donc de réalisation pour les citoyens. Pour sa part, le citoyen doit pouvoir être en mesure d'accompagner cette dynamique et surtout d'en être le premier bénéficiaire dans son quotidien à travers un accès plus juste aux services sociaux et aux services culturels. Il ne faut pas les oublier parce que c'est un élément essentiel aussi qui est un espace où nous avons malheureusement beaucoup d'inégalités, une répartition équitable des fruits de la croissance, mais surtout à travers sa participation en s'impliquant activement dans les espaces d'expression, de concertation que sont les comités de consultation régionaux prévus par la loi. Toutes ces recommandations sont susceptibles de donner plus de visibilité sur le moyen terme et surtout de consolider la confiance des citoyens et de l'ensemble des acteurs concernés dans ce processus de régionalisation avancée. Mesdames et messieurs, le choix royal de la régionalisation avancée, qui a été soutenu par la population dans le cadre de la nouvelle Constitution, constitue un outil de concrétisation d'un développement harmonieux et devrait constituer aussi un chantier déterminant pour l'avenir de notre pays. Il appartient donc aux différents acteurs politiques, société civile, opérateurs économiques, de s'en approprier des potentialités et de dessiner dans la concertation et dans la complémentarité les contours des régions du Maroc de demain. Et je vous remercie.